Et oui, nous sommes donc dans le jeu de rôle qui s'appelle La naissance de la Cité des Ténèbres, quatrième volet. Et avec nous, nous avons trois joueurs. Le premier, donc le Nîmois qui joue Ethan Edward Norton. Le Nîmois, présente-nous ton personnage. Alors, Ethan Martin, c'est un salpêtrier. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fabrique du nitrate de potassium pour fabriquer c'est l'un des composants pour fabriquer la poudre. Et donc il travaille dans une usine qui appartient à Lord Bancroft. Et récemment, il a changé un peu d'emploi de manière temporaire. Et parce que William Rochester l'a un peu embauché pour faire des expériences un peu étranges selon lui. Et du coup, il va essayer d'en savoir plus sur ça. Ok. Aussi, nous avons donc Didine qui joue donc Amelia Patterson. Donc Didine, peux-tu nous parler de ton personnage? Donc Amelia Patterson, c'est la fille du gouverneur Patterson. Elle est aussi l'amie d'Eve Stolley, qui est écrivaine, à qui on a tué son père, et Amelia essaye de l'aider. Ok, d'accord. Et pour finir, nous avons donc Subaku qui joue donc William Rochester. Donc Subaku, à toi. À la tête du clan Rochester, du puissant clan Rochester, William Rochester recherche le savoir et le pouvoir. Exactement. Et donc du coup, nous commençons. Nous commençons donc dans cette église baptiste où le révérend donc fait son prêche. Toi, Amelia, tu es donc à côté de ton père qui te, comme dirait-on, susurre quelques projets dont tu n'es pas vraiment, on va dire, fan, on va dire. Ce projet, évidemment, c'est de te rapprocher de Lord Pencroft, qui est un jeune homme, fin trentaine, début quarantaine, très riche, très puissant, et toi, ça te met mal à l'aise. Évidemment, ça sent le mariage arrangé, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Donc tu as ton père. Oui, alors, je sais que c'est pas le moment, ma chère fille, mais vous devriez penser à votre avenir proche. Et du coup, tu me fais un jet de perception. Alors, Non, je t'ai dit. notre perception. Ok, j'ai 60. Alors, flèche. Désolé, j'ai un trou pour lancer le dé, je dois faire. C'est R, la slash R, Ouais. espace J'avais- 100. Espace 100. Ouais, c'est bon. Voilà. Indécent. Indécent, ouais, désolé. Je Là, recommence. t'as fait juste Le 100. espace 100, tu vas juste Ouais. avoir 100. Oui, ouais, parce que sinon là, c'est échec critique. Indécent. À la limite, si tu veux te tromper, fais espace slash R espace 1. Ok, c'est bon. Donc tu fais à 39. Tu fais à 39 et tu observes donc ça et là donc les personnes qui sont dans cette église et tu reconnais au loin une personne que tu avais déjà vue et cette personne n'est nulle autre que Ethan et Edward Morton. Toi et Ethan, tu regardes la foule qui est dans cette église, tu essaies de retrouver ce Stockton et parce que Abigail, Adelaide Inglis t'avais dit de le prendre en chasse, voilà, tu comprends que c'est désormais ta proie, mais et tu regardes, tu tombes sur le regard interloqué d'Amelia. Que fais-tu, Ethan? Ah, bonjour, Madame Patterson. Bonjour, cher Ethan Morton, c'est bien ça? Excusez-moi, des fois, j'ai tendance à échanger les noms. Je me trompe pas, c'est bien votre nom. Oui, Ethan Morton, tout à fait. Ravi de vous revoir. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Tout se passe pour le mieux. Vous aussi, donc, vous êtes à l'église pour la commémoration de ces malheureux qui ont perdu la vie.
Oh oui, tout à fait. Bah, j'accompagne mon père qui apprécie ce genre de cérémonie, comme vous voyez. Alors, ton père fait une moue un peu perplexe. Et toi, Ethan, tu vas me faire un jet de social du coup, avec un malus de 10, parce que t'as quand même interrompu une réunion un peu familiale. 8, j'ai fait. Alors, du coup, Monsieur Patterson, bon, au début, il est, comme dirait-on, ouais, c'est un peu le cheveu sur la soupe. Mais tu vois, t'as l'homme politique qui reprend le dessus, si tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est pas grave. Mon cher Morton, vous aurez vu quelque part, alors qu'il y a quelques jours, tu l'avais croisé, quoi. Peut-être me dit quelque chose. C'est possible que nous sommes déjà croisés, effectivement, ici. Mais oui, papa, tu sais, il était avec nous lors de la grande fête que nous avons organisée, auquel tu as invité tous les amis qui entouraient Eve. Ah oui, ah d'accord. Mais tiens, voici Monsieur Garland. Oh, mon cher Garland. Et là, tu vois Gébidia Garland, donc l'homme qui t'avait sauvé de ces gredins, quoi. Qui est à côté, il semble pas très à l'aise dans cette église, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Amelia, quoi. D'accord. Bonjour, monsieur Garland, comment allez-vous? Quel plaisir de vous revoir. Oui, j'étais perdu dans mes pensées. Je pensais à ma femme, quoi. Elle est restée dans un pays étranger. Il me tarde de pouvoir lui envoyer un télégramme. J'ai de psychologie, tous les deux. Oh là là. Et après, on va passer sur William. 50. Non, mais je suis trompé. 45, j'ai 60. J'ai 50, pardon. Ok. Alors, c'est en train de charger. Ah, c'est parfait. Je crois que ça a bugué en fait. C'est comme tout à l'heure. Non, ça n'a pas bugué. Ça n'a pas bugué du tout. Je vois le truc. Alors, je vais commencer par Amelia. Amelia, toi, tu sens qu'il te dit la vérité, mais qu'il te dit pas tout. Tu vois ce que je veux dire, hein. Ok. Toi, Ethan, par contre, ah ouais, tu sens que voilà, t'es persuadé, voilà, Monsieur Garland, il n'a qu'une seule envie, c'est de prendre le bateau et d'aller dans ce pays pour rejoindre sa femme, quoi. À la limite, tu serais prêt à lui payer le billet si tu pouvais, quoi. Oui, mais j'ai pas les moyens. Voilà. Et nous allons passer du côté de la bibliothèque Miskatonic. Toi, William, tu es donc avec le professeur Langdale. Et c'est vrai que ça fait quelques années que vous vous êtes pas vus, quoi. Oh, mais c'est vous, mon cher Register. Eh bien, vous n'avez pas du tout vieilli. C'est impressionnant. Vous voudrez me donner votre secret. Je souris amicalement. Un verre de brandy par semaine, pas plus. Ah, bah, c'est ce que je dis à ma femme, mais elle ne me croit pas. Vous en êtes la preuve. La partie importante, c'est le pas plus. Ah, bien sûr. Oui, j'ai vu votre lettre. Il paraît que vous m'avez demandé sur des ouvrages parlant de mythologie phénicienne et mésopotamienne, c'est ça? S'il vous plaît. Ah oui, évidemment. Ah oui, je vois que vous êtes un élève assidu. Vous parlez de... Oui, dans vos lettres, vous m'avez demandé des informations sur le dieu Nergal de cette époque-là. C'est cela. Ah, mais c'est un dieu assez intéressant. Nergal, vous comprenez, était une sorte de divinité infernale, mais la chose assez amusante, c'était pas vraiment lui qui portait le pantalon à la maison. Et là, il rigole, enfin, tu vois, un rire assez sarcastique. Tu m'as dit Mésopotamie et comment Phénicie, enfin la Phénicie, quoi. Et Phénicie. Ouais, enfin,
au Moyen-Orient, ou au Proche-Orient, enfin peu importe. Et donc du coup, il revient. Connaissez-vous, enfin, est-ce que vous vous rappelez des cours que vous avez donnés sur Ereshkigal? Sans doute. Le jeu. Alors, tu vois, le professeur Langsdale, ouais, c'est vrai que j'en avais succinctement parlé, mais en vrai, pour la faire simple, dans les enfers de cette mythologie, Nergal était, on va dire, celui qui gouvernait, mais la véritable, comment dire, force de ce monde-là était Ereshkigal qui, elle, restait en enfer. Nergal, quant à lui, aimait de temps en temps sortir pour, comme dirait-on, tyranniser un peu les mortels. Et c'est Ereshkigal qui Ereshkigal, donc R-E-S-H-K-I-G-A-L. Mais je vais te le noter sur. Oui, s'il te plaît. En général, quoi. Et donc, du coup, bizarrement, sans être une gentille, si vous voyez ce que je veux dire, c'est grâce à elle que, quand elle leur a envoyé en enfer, eh ben, que le monde se portait mieux, quoi. Donc voilà, je t'ai mis en général sur l'orthographe. Ereshkigal, ok. Ok. Néanmoins, évidemment, toujours suivant ses croyances, les temps où Nergal il passait dans le monde des mortels étaient souvent des temps qui précédaient des grandes guerres, des famines, enfin bref. C'est un peu l'origine du mythe des 4 cavaliers de l'Apocalypse, si vous voyez ce que je veux dire. J'allais vous en faire part. C'est un peu le cavalier de l'Apocalypse et historique. Exactement. Et chrétien. Bah, oui, tout à fait. De toute façon, tout est lié. Les mythologies, l'Ancien Testament, vous savez très bien que les Hébreux ont souvent été amenés comme des villes, dans des villes comme Ninive. Bref, voilà, je ne vous apprends rien, mon cher Rochester. Vous m'apprenez quelques notions à propos de Nergal et d'Ereshkigal. Mais avait-il des points faibles, des choses un petit peu triviales comme ceci sur Terre? Eh bien, une chose que j'ai découvert, et là il te sort le Necronomicon. Faites attention, ce livre. Ah, vrai? On est dans la bibliothèque de Miskatonic, oui, il y a le Necronomicon. Oh, mais il y a des faux qui circulent un peu partout. Non, c'est le vrai celui-là. C'est un des vrais. Il est complet à quel point? Il est non mais il est complet. C'est la traduction. Par contre, c'est la traduction latine, c'est pas la traduction grecque, quoi. Bref, mais il reste dangereux, quoi. Voilà, quoi. Et donc du coup, il te montre une illustration. Oui, alors vous voyez, dès que Ereshkigal ramenait Nergal dans les enfers de cette mythologie, il faisait appel eh bien, à 4 démons. D'ailleurs, c'était l'origine des 4 cavaliers de l'Apocalypse aussi, quoi. Et ceux-ci utilisaient carte artefact, évidemment, pour l'affaiblir. Donc dans les artefacts, tu vois une sorte de corps, aussi, comme un corps de chasse, une sorte d'épée, une sorte de calice, et le dernier, eh bien, c'est un bâton. Enfin, c'est une sorte de bâton, quoi. Donc, tu vois, quoi. Donc un calice, un corps de chasse, une épée et un bâton. Une épée, un corps et un bâton de chasse et un bâton. Voilà. Remarquez comme ces artefacts sont proches des artefacts chrétiens. Le Graal, Excalibur,
les trompettes de Jéricho Oui, et le bâton de Moïse. Exactement. Je vois que vous vous rappelez de mes cours. C'est parfait. En même temps, c'est pas étonnant que vous ayez votre doctorat haut la main, quoi. Bref, la soirée se passe et tu vas faire un jet de mental, évidemment que vous êtes tous les deux en train de feuilleter ce Necronomicon, quoi, qui est un peu brûlant. Même toi, tu vois, même toi qui est pourtant un Rochester, tu vois, t'es un peu comme Gollum à côté de l'anneau, en fait, tu vois ce qu'il y a, quoi. Et lui, c'est du fait qu'il soit... Jet de mental, ça passe. Mais largement, oui. Donc tu sens que si tu étais un simple humain, tu aurais vraiment du mal, quoi. Tu aurais le cerveau qui grillerait, quoi. Mais ça va, tu arrives à plus ou moins, comme dirait-on, obtenir des informations. Et dans une de ces informations, eh bien, il y a donc la localisation donc de l'épée. La localisation de l'épée. Ouais. Elle se trouve en Syrie, pas loin de Damas. Qu'est-ce que je veux dire? La localisation est absolument fixe et obligatoirement fixe, ou elle se met à jour dans le livre au fur et à mesure? Non, elle est fixe dans les cours. Parce que en fait, tu vois, c'est Abdul Al-Azred. Elle revient toujours à son point de... Elle est nommée par l'arabe fou Abdul Al-Azred, qu'il a décrite étant dans une grotte pas loin de Damas, quoi. Ok. Donc voilà, c'est vraiment... alors, est-ce que tu sais si elle est là encore ou pas, mais tu sais pas, mais en tout cas, l'épée semble être là-bas, quoi. Donc d'ailleurs, petit foreshadowing, c'est là où William Rochester plus tard, enfin la raison pourquoi William Rochester plus tard, dans une autre partie, ira dans ces pays-là. Ah, c'est pour ça que j'étais là-bas. Oui. Tu allais là-bas, on l'a pas fait cette partie. Mais oui, c'est une des raisons. Ah, j'ai déjà été en Syrie. Il m'y a déjà envoyé. Ouais, mais j'ai pas pu faire la partie. Bref. Pas pour l'épée en tout cas, mais... Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, bon, bref. Revenons donc du coup du côté donc... Petite dernière question avant. Comment le professeur Langbell il arrive à le lire, le Necronomicon, sans que son cerveau lui coule par les oreilles? Tout simplement parce que tu vois qu'il est bardé d'artefacts de protection, qu'il a quelques tatouages magiques. Et il en a conscience. En fait, il en a conscience, oui et non, parce que pour lui, c'est plus de superstition. La superstition de l'apparat, et j'oserais même dire, il trouve ça chic. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Je le vois tout à fait. Et donc, du coup, bizarrement, ça le protège sans qu'il en ait conscience. Voilà. C'est un heureux hasard, une heureuse coïncidence pour lui. Et j'imagine que je l'ai conseillé sur certains de ses tatouages et... Eh ben exactement, exactement. C'est vraiment toi qui... parce que voilà, le professeur Langsdale est un homme très, très intelligent, et c'est quelque chose que tu respectes énormément. Intéressant. Exactement. Mais bizarrement, il y a une sorte d'amitié qui s'est installée entre vous, quoi. Ce qui pour un Rochester assez bizarre, quoi. Bref, revenons donc à notre chère Amelia et notre cher Ethan. Ethan, est-ce que tu vas faire part de ton projet à Amelia, c'est-à-dire de faire tomber Stockton? Je sais plus trop ce que je sais pas si je fais confiance ou pas à Amelia en fait. Tu as le droit de ne pas lui faire confiance, hein, mais tu as le droit aussi de... Enfin, d'ailleurs, tiens, bonne question.
nous allons faire le premier choix, donc, ouais, de ce soir. Donc, voilà quoi. Le choix ultime, voilà. Est-ce que tu vas lui faire confiance ou pas? Je sais, je sais pas. Non, c'est pas une question, c'est quelque chose que tu dois faire ou pas. D'accord. Est-ce que c'est un choix ultime? Donc est-ce que tu l'acceptes ou pas le choix ultime de lui faire confiance? Bon, je vais lui faire confiance, voilà. Mais donc de mémoire, ce Skulltorn, c'est le bras droit de Pancroft. C'est ça, Oui. c'est ça, c'est ça. Et Donc du coup, Monsieur Garlen est parti discuter avec ton père, Amelia. Donc du coup, Ok. ce qui vous laisse tous les deux libre choix libre cours, enfin, discussion, quoi. On est d'accord que Edouard, la première fois que je l'ai rencontré, il était avec William Rochester. C'est ça, au niveau de l'hôtel Ok. Constance. Ouais. Comment va ce cher Rochester? Cela va faire quelque temps que je ne l'ai pas croisé. Avez-vous des nouvelles de lui, Monsieur Norton? ça fait un petit moment que je n'ai pas aussi croisé William Rochester depuis les derniers événements qui ont lieu, effectivement, qui nous sont arrêtés. Vous rencontrez-vous souvent, Oui, habituellement? habituellement, enfin depuis quelque temps, nous rencontrons quelquefois pour mener des certains projets. Voilà, c'est un peu- D'accord, c'est l'un de vos proches amis alors. Ce n'est pas un proche ami, disons, qui m'a embauché pour mener certains projets, voilà, pour mes qualités de salpêtrier. Voilà. Ah, très bien, d'accord, je comprends mieux. C'est qu'on aurait pu imaginer que Monsieur Rochester était finalement très accessible. C'est quelqu'un d'assez occupé aussi, Monsieur Rochester. D'accord, je comprends. Et habitez-vous dans la ville depuis longtemps? Effectivement, j'habite depuis assez longtemps dans la ville et ça fait plusieurs années que je pratique ce métier de composer le composant de la poudre. D'accord, je suis assez peu familière d'ailleurs avec votre métier. Pouvez-vous m'en parler? Je suis assez curieuse. C'est-à-dire que nous fabriquons le nitrate de potassium, c'est du salpêtre, le nom commun. C'est un composant essentiel pour la poudre, c'est ce qui permet de mettre en fonction la combustion de la poudre qui permet d'avoir les explosions qu'on connaît, c'est-à-dire que lors de la combustion, le solide se transforme en gaz et prend beaucoup d'espace. Voilà, ce qui provoque une détonation. Oh, je suis admirative de votre savoir en la matière. Et vous, vous avez aussi une profession? Oh non, cher ami, mon père étant gouverneur, je n'ai à ce jour pas tellement besoin de travailler. Par contre, je m'intéresse énormément à notamment l'art. C'est un sujet que je trouve passionnant. Je pratique notamment de la musique régulièrement, même depuis que je suis enfant, à vrai dire. J'avais une préceptrice qui était très douée en violon. Elle m'a appris. Et j'ai eu l'occasion de suivre quelques professeurs, quelques cours de professeurs qui étaient au conservatoire en matière de musique. Aimez-vous la musique d'ailleurs, Monsieur Morton? Oui, mais j'ai peu l'occasion effectivement d'en écouter. C'est-à-dire, je suis très pris par mon travail de salpêtrier. Vous savez, c'est un coup pour écouter de la musique. Ah, je comprends évidemment. Vous devez être très très occupé. Et surtout depuis que je travaille avec William Rochester, voilà, c'est. Et quel genre de projet menez-vous du coup avec Monsieur Rochester? Des expériences sur certains types de poudre ou certains matériaux. Là. D'accord. Avec dans l'objectif de développer de nouvelles armes? Ou de tester des matériaux?
peut-être. Ça, je pourrais pas vous en dire plus. Ça faudra Ah, très bien. voir avec Monsieur Rochester. Ah, je vous prie de m'excuser, effectivement, j'ai peut-être été indiscrète. Alors que vous êtes en train de discuter tous les deux et que tout se passe bien, que pour toi, Amélia, l'ambiance s'est un peu réchauffée par cette nouvelle rencontre et parce que bizarrement, ça t'a éloigné de ton père qui, on va dire, était un peu trop insistant vis-à-vis de ses projets personnels. Eh bien, vous voyez l'arrivée d'un homme assez sinistre, Monsieur Wilbur James Stockton. Ah. Et toi, Emilia, depuis le début, eh bien, c'est vrai que cet homme, d'ailleurs, tu as un sixième sens par rapport à ça. Tu ne sens pas, surtout en tant que femme, tu vois ce que je veux dire. Il y a quelque chose de dérangeant en lui. Il y a quelque chose de malaisant en lui. Est-ce monsieur James Stockton qui arrive à présent? J'ai vu son visage sur certains articles de presse. Le connaissez-vous? Est-ce que je le reconnais? Ouais, tu le reconnais. Tu le reconnais bien. Tu l'as assez vu dans ta firme, dans ton usine, pour bien le reconnaître. D'accord. Oui, effectivement, c'est bien lui qui arrive. Effectivement. C'est le bras droit de Pencroft, c'est ça? C'est ça, c'est lui-même. D'ailleurs, Amélie est censée le connaître bien ou pas? Non, pas du tout. Très peu. Par contre, toi, Ethan, tu vas me faire un jet d'intelligence. Ah ben, réussite critique. Eh bien, pour la faire simple, Ethan, tu sais que c'est un coureur de dot. Stockton, excuse-moi. Il a eu ses 3 dernières épouses qui étaient d'un certain âge, sans être un gigolo, en fait, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et elles ont, on va dire, toutes disparu, elles sont mortes dans leur sommeil, ce qui a fait un peu la fortune de Monsieur Stockton, tu vois. Il a une sinistre réputation, quoi. Je dirais pas que c'est une veuve noire, mais si, mais dans le sens inverse, quoi. C'est l'équivalent masculin d'une veuve noire. Exactement. Ça aussi a passé l'esclavagiste sudiste. On dirait pas plus. Bien. Bref, voilà. Qu'est-ce que tu décides de partager avec Amélia? Vous savez, Amélia, que Solfam s'était marié 3 fois. Ah bon? Avec son âge, il n'a pas l'air pourtant si âgé. Oui, sauf que bon. Et apparemment ces femmes ont malheureusement décédé prématurément. Enfin, elles avaient un certain âge, mais elles nous ont quittés. Amélia, t'es vraiment, excuse-moi, je te coupe. T'es vraiment, t'as des sueurs froides quand tu croises son regard, quoi. Voilà. Ah oui, c'est étonnant. 3 femmes de suite. C'est joué de malchance à un niveau impressionnant. Malchance, mais bon, ça a fait un euro, c'est ce qui a permis d'avoir sa fortune à l'heure d'aujourd'hui. Ah, effectivement, ça expliquerait des choses. Il me déplaît assez, je dois vous avouer. Effectivement, il décache, c'est pas un certain nombre de négatifs, on pourrait dire, voilà. Oui, je suis assez d'accord avec vous, oui, c'est au moins des ondes négatives, effectivement. Et que fait-il en ville, à votre avis? Il doit, vous savez, je pense qu'il doit avoir des affaires à régler, enfin, je pense que travaillant pour Frankfurt, il doit avoir des affaires à régler, des missions que son patron lui a demandé. D'accord, et quel est son métier? Pour qui travaille-t-il? Ce que j'en sais, c'est un peu
bras droit de Lord Pancroft. Vous voyez qui c'est, Lord Pancroft? C'est un grand propriétaire de plusieurs usines, de logements, de propriétés. Oui, mon père m'en a effectivement parlé. Et bien ce monsieur-là travaille pour Lord Pancroft. D'accord. Et rappelez-moi déjà sur quel projet était sur la création d'un port, non, c'est bien ça? Il me semble, oui, il y a la création d'un port. L'architecte a été missionné et c'est un grand projet effectivement mené par Lord Pancroft, si je ne me trompe pas. Et si j'ai bien compris, Stockholm est en charge de la gestion que le projet soit mené à bien. D'accord, je comprends. Et que pensez-vous de ce projet de port? Ah, moi, vous savez, je suis juste un salpêtrier, donc je n'en pense pas grand-chose, enfin. J'ai le mental état de vite. Fais-moi ton sort de vision spectrale. J'ai un sort? Ouais. Ah non, c'est pas toi, c'est vrai, c'est... mais... Amelia? Ou... Moi, j'ai pas de son, en fait, de mémoire. J'en ai un, c'est le... Oui, ça, c'est Omnis Mundus. Si, Ethan, je t'ai fait une nouvelle capacité. T'as combien de mental? C'était à moi de le faire ou pas, du coup? C'est à toi. Non, ça ne passe pas, parce que j'ai 25 en mental. Ok, d'accord. T'as ton esprit, donc, du coup, t'es rempli de visions, on va dire, voilà, assez bizarre, confuse. Tu vois, entre guillemets, plein de futurs, comment dire, possibles. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et ça te fait avoir des sueurs froides, quoi. Parce que dans un de ces, comme il dirait, ton futur, ben, même dans deux ou trois, tu te vois mort, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois Stockton qui te regarde, tu vois, qui regarde ton cadavre, quoi. Une arme à la main. Fumante. Et nous allons revenir sur William Rochester. William, alors que tu as vraiment progressé sur tes recherches, et tu es en train donc de discuter avec le professeur Longdale, et vous entendez, enfin tu entends toi au loin une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre. Ouais. Physique ou... Une porte, oui, une porte de la pièce où vous êtes. Bien, je me tourne pour voir. Il n'y a personne. J'ai vu la porte en question. Ouais, elle s'ouvre. Oh, un coup de vent. Monsieur Rochester, je voulais regarder. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite regarder un petit peu ce qui va se passer dans le futur proche. Exactement. Pour être sûr qu'il n'y ait pas un petit invisible qui se balade. Ouais, exactement. Fais-moi ton jet de mental. Ah, ça passe très largement. Tu vois donc le professeur Longsdale qui s'approche de cette porte tout en comme tu vois badinant et au moment où il arrive devant cette porte qui est ouverte, où il y a juste les ténèbres en face, ben, tu le vois tomber raide mort, quoi. Donc il s'approche et... On va lui mettre une main sur l'épaule au premier pas qu'il fait. Ok. Mais... je m'en occupe. Oh bah, merci. Je me serais servir un petit verre de brandy. Et t'es fait avec la l'œil, quoi. Avec joie. Alors, je m'avance à pas mesurer vers la porte et je cherche ce qui pourrait être utile. Tu m'as dit des ténèbres profondes. Ouais, tu vois que c'est vraiment... voilà, tu vois pas ce qu'il y a dans le couloir, quoi.
Mhm. Et de ce que tu vois, ça n'a rien à voir avec la magie qu'il y a dans le livre, hein, quoi. C'est vraiment quelque chose qui C'est est extérieur. une quoi. autre entité. Exactement. Alors. Déjà, il faut que j'aille mon sort. C'est de la psychomancie. Précognition, 35 points de mana. Je vais me déduire ça, déjà. Hop. On va rapidement défaire la protection que j'ai sur la dague de mort et la prendre en main, discrètement. Je sais plus comment elle s'appelait, c'était la dague de Magnus. Ouais. C'est la dague. Ah bah, je te file ses stats. Il me semble qu'à partir du moment où tu touchais quelqu'un, il était quasi mort. Oui, non, mais il était mort. C'est pas qu'il était quasi, c'est qu'il était mort. Ça dépend de la puissance de ce quelqu'un. Oui, évidemment, quoi. Tac. Bref, le temps que je te retrouve ces stats, tu t'approches, donc... Je me proche et j'ai envie de lancer un petit sort de protection, genre une armure angélique, histoire d'assurer le coup. Voilà, C'est une armure magique d'une valeur de 100 points qui bloque les dégâts physiques et mentaux. exactement. Donc j'ai mis les stats en général. Hein. Je vais les mettre maintenant. 69, ça passe. Voilà. Et là, je me sentirais vraiment bien avec mon armure. Ouais. Et tu peux t'enlever 5 points de santé mentale déjà. Par rapport à la dague, je précise. Ouais. Ah, l'avoir touché. Ouais. Donc tu t'approches, ouais, tu mets tes protections et au moment où tu es vraiment au seuil de la porte, tu vois qu'il y a comme deux formes, on va dire, très distinctes, humanoïdes, mais qui seraient, on va dire, dans le corps en bas, seraient presque serpentines. Tu vois, c'est mi-homme, mi-serpent, tu vois ce que je veux dire, quoi. Avec des yeux rouges, quoi. Et Genre de naga. oui, exactement. Ils sont vraiment à te scruter. Et que fais-tu du coup? Eh bien... je vais pas me retourner vers Langsdale. Langsdale, il a dû se remettre à la lecture. Oui, il fait même pas attention, heureusement pour lui, d'ailleurs tu viens de lui sauver un peu sa santé mentale parce qu'il fait pas attention à la scène, quoi. Eh ben... Je vais poignarder le premier, le plus près de moi. Tu poignardes, ok. Tu poignardes et il disparaît. Il s'évapore, quoi. Évanescent, quoi. Le deuxième s'approche de toi, tu vois, il a la tête, le front presque collé au tien. Et au moment où il va disparaître, il pose un doigt, l'index au niveau de ton front. Ça te laisse une marque magique. Tu le vois. Malgré mon armure angélique. Malgré ton armure angélique. Mais tu ne sens pas, on va dire, de douleur quelconque. Tu vois ce que je veux dire. Néanmoins, il disparaît. Tu prends une sorte de, tu sais, de petit miroir que tu as dans ta poche. Tu observes et tu vois, c'est une marque qui n'est pas visible à l'œil nu, enfin, au sens commun et mortel. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est une marque magique. Une marque magique. Je reviens avec Amelia et Ethan. Ethan et Amelia, vous êtes donc face à ce Wilbur Jerry Stockton. Vous êtes vraiment, comme qui dirait-on, intrigué pour toi, Ethan, effrayé évidemment pour toi, Amelia.
et vous entendez quelque chose, une personne qui vous parle derrière vous. Vous ne deviez même pas calculer. C'est une femme. Vous voyez cet homme. Cet homme est le diable. Tu la reconnais, Ethan. C'est Adelaide Higgins.